La bourse en temps réel. Et les États-Unis qui sortent d'un long week-end politique. Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, président de Mescard Financial Services. Oui, le bruit politique américain a été très fort jusque chez nous en Europe et en France tout au long du week-end. Grégory, est-ce que Donald Trump a complètement perdu la main ou est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour le président américain à l'issue du meeting de Tulsa, Oklahoma, qui se tenait samedi? Écoutez, perdre la main, c'est peut-être trop tôt pour le dire, donc il faudra voir par la suite. C'est vrai que ce meeting a servi un peu de prise de température de l'enthousiasme des supporters de Trump. Ils avaient envoyé 1 million d'invitations, l'équipe de réélection de Trump. La salle dans laquelle ça devait se tenir avait 19 000 places et en fait, il n'y a que 6 000 personnes qui sont venues. On a assez rapidement en fait trouvé l'explication pourquoi il y avait moins de monde, et c'est peut-être ça alors à la limite qui rassure Donald Trump. Il y avait moins de monde parce qu'en fait il y a eu un mouvement qui s'est spontanément, d'une certaine façon, qui a spontanément démarré sur TikTok. Vous connaissez bien TikTok, on en parle souvent, et sur TikTok tout simplement, des jeunes ont reçu petit à petit des messages en disant achetez des billets pour la réunion électorale de Donald Trump, et n'y allez pas, évidemment, comme ça, c'est une façon de manifester son opposition à Donald Trump et à des aggroupements qui auraient pu être dangereux par rapport au coronavirus. Donc, je dirais que pour Donald Trump, il va se raccrocher un peu à ça, va se raccrocher aussi à ce qu'il appelle évidemment fake news, en disant que la propagande des médias dépeint un tableau beaucoup trop noir, que c'était un grand succès, etc. Je dirais, bon, il ne faut pas l'enterrer, il a déjà eu des gros problèmes, et il faut attendre quand même quelques jours pour voir, en fait, s'il arrive de nouveau à créer de l'enthousiasme dans sa base. S'il n'arrive pas, c'est vrai que ça commencerait donc vraiment à être au niveau des préoccupations dans l'esprit de tous les investisseurs et de tous les observateurs. Bon, intéressant. Enfin, la séquence politique permanente, évidemment, aux États-Unis jusqu'à l'élection de novembre. Et puis la séquence sanitaire, Grégory, qui là aussi, alors, apporte un contraste peut-être difficile d'ailleurs pour les investisseurs et pour la tendance de marché. Contraste entre ces États du Sud, du Midwest qui sont rattrapés par l'épidémie. On nous dit, les experts nous disent qu'il ne s'agit pas d'une seconde vague, mais des États qui étaient peut-être un peu en retard, avec des mesures de confinement moins strictes. Et puis, l'exemple de New York, la ville de New York qui, elle, poursuit plutôt sereinement, visiblement, sa stratégie de déconfinement. Vous entrez aujourd'hui dans la phase 2 à New York, Grégory. On peut dire que la stratégie de confinement à New York a été un succès. Le taux de transmission a totalement plongé. La mortalité est devenue extrêmement basse. Pour une ville comme New York, il y en a moins de 20 morts par jour. Contre des milliers pendant le plus fort de l'épidémie. Donc, on rentre dans cette phase 2 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que les bureaux rouvrent et qu'on peut se rendre à son travail. Première chose, les compagnies n'attendent pas du tout que tous leurs employés viennent, puisque les prévisions, et on aura sûrement des chiffres d'ici la fin de la semaine, mais les prévisions font état de 10 à 20% des gens qui retourneraient travailler au bureau, le reste continuant à télétravailler. Une autre chose, les magasins vont ouvrir, mais avec des mesures de distance sociale, des masques, un nombre réduit de personnes qui puissent entrer dans les magasins. Et puis à peu près tout, parce que bon, les coiffeurs, mais aussi avec des mesures de réduction du nombre de clients. Et les restaurants, vous allez me dire, les restaurants, ils peuvent rouvrir les terrasses, donc ils peuvent commencer à servir à manger dehors, ce qu'ils faisaient déjà d'une certaine façon contre les règlements, la loi, mais ils vont pouvoir donc ouvrir des terrasses, il va y en avoir sur tous les trottoirs à New York, mais les restaurants, l'intérieur des restaurants est toujours fermé. Et comme vous le dites, ce qui est important pour les investisseurs pour le moment, c'est l'idée qu'il n'y a pas une seconde vague et que les chiffres que l'on voit, que ce soit en Arizona ou en Floride, sont des chiffres de la première vague. Et vous le disiez très très bien, c'était des États où il y avait eu beaucoup moins de cas. Mais quand même notez par exemple que le maire de Miami, hier soir, disait que si ça continue comme ça, il pouvait tout à fait envisager de nouveau ordonner un confinement à Miami. Et ça, peut-être, ce genre de nouvelles seraient des nouvelles qui commenceraient à inquiéter les investisseurs. Mais pour le moment, le scénario n'a pas changé pendant le week-end. Les grands centres urbains de la côte est des États-Unis petit à petit se remettent en vie. Le temps dira si ça a suffi, ce long confinement,
pour empêcher que l'épidémie reparte dans les villes telles que New York, Philadelphie ou Washington. Bon, et on le rappelle, hein, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, bon, il y a évidemment la réalité de la pandémie qui est un sujet pour tout le monde, mais pour le plan économique et financier, ce qui importe à ce stade, c'est la réaction des pouvoirs publics. Est-ce qu'on reconfine ou pas, comme vous le disiez? Est-ce que les entreprises remettent en place un certain nombre de restrictions? Apple, visiblement, a décidé de fermer une dizaine de magasins aux États-Unis. Ça reste donc très très modeste aujourd'hui comme mesure par rapport à ce qu'on a vécu. Apple qui tiendra sa visioconférence pour les développeurs ce soir, hein, une conférence transformée en visioconférence. Grégory, on en parle forcément de plus en plus puisque Apple est de plus en plus tourné vers les services, et qui dit service dit développeur. C'est donc une communauté là qui est de plus en plus importante pour Apple. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers pour cette conférence annuelle, Grégory? Ben, je dirais, en fait, il y a un enjeu important, c'est que Apple va annoncer qu'ils ne vont plus utiliser les chips fabriqués par Intel dans toute leur gamme d'ordinateurs, Mac et portables. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que bon, Apple et Intel avaient une collaboration de très très longue date, et là Apple va fabriquer ses propres chips sur le modèle ARM. Donc oui, ça c'est important. Autrement, les développeurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Ben, ils attendent aussi des nouvelles de ce qu'il va y avoir dans l'operating system, le iOS, ça doit être le 13 maintenant, avec toujours des innovations. Mais je crois qu'une fois de plus, les enjeux pour Apple sont un peu les enjeux que vous décrivez. Est-ce qu'ils vont fermer plus de magasins? Il faut vraiment dire qu'en fait, ça ne change pas grand-chose au modèle de business de Apple. Si les magasins sont fermés et qu'on ne peut pas rentrer dans le magasin, si on veut un téléphone, si on veut un ordinateur, on peut tout simplement le chercher devant la porte du magasin et quelqu'un va vous l'amener. Donc, je ne crois pas que ça aura un impact financier, même s'il devait fermer beaucoup plus de magasins, mais l'impact psychologique est important. Et une fois de plus, justement, ces magasins fermés, où est-ce qu'ils sont? Ben, par exemple, c'est le magasin principal de Miami et le magasin principal Apple de Phoenix en Arizona, où justement donc la première vague est en train de se remporter au niveau de la Covid-19. Bon, les magasins qui sont pas un enjeu vital évidemment pour Apple à l'heure du e-commerce. En revanche, les parcs Disney, c'est quand même un enjeu pour le groupe Disney, Grégory. Vous l'avez peut-être vu parce que je crois que ça fait un titre aux États-Unis. La réouverture annoncée de Disneyland Paris à partir du 15 juillet. Alors évidemment avec un taux d'occupation qui va être limité dans un premier temps, je crois avoir vu à 25 000 personnes par jour. Mais on parle quand même alors d'un parc très important pour Disney. C'est même la première destination touristique privée en Europe depuis plusieurs années. Absolument, avec quand même des inquiétudes. L'inquiétude, c'est est-ce que avec une très faible capacité, admettons que ça soit 25% des entrées habituelles à Paris, est-ce que ça va être suffisant pour Disney pour tenir le coup longtemps avec ces parcs qui ne rapportent vraiment plus d'argent? L'autre chose, c'est que Disney, tout se tient, que donc les parcs d'attractions sont liés aux films. Il n'y a plus de nouveaux films qui sortent, évidemment, ça c'est pas possible. Les parcs d'attractions sont liés aux produits, le merchandising de Disney. Or, ces produits qui sont aussi liés aux films, évidemment, il n'y a pas vraiment des nouveaux produits à vendre dans les parcs. Donc, tout cet écosystème de Disney est mis en cause. Et pour la compagnie, c'est difficile parce qu'en plus, l'autre pilier très important de Disney, évidemment, c'est ESPN, la chaîne de sport. Or, il n'y a pas eu de manifestation sportive, ou pratiquement pas, depuis le début de l'épidémie. Donc, toute bonne nouvelle pour Disney est bonne à prendre pour les investisseurs. Disney est une extraordinaire compagnie, mais il faut garder quand même dans l'esprit qu'ils dépendent vraiment là du phénomène de foule et que le phénomène de foule actuellement n'est peut-être pas la meilleure des choses qu'on peut avoir dans son plan de marketing. Oh, et puis un mot pour prendre peut-être un peu de hauteur, Grégory.